Au lendemain de la présentation à Koulouba aux autorités traditionnelles et aux gouverneurs des 19 régions du Mali du projet de nouvelle constitution de la République du Mali, nous allons vous écouter ce soir dans ce journal. Vous êtes nombreux à trouver la démarche inclusive et promettre de divulguer le document et de l'expliquer aux citoyens avant le référendum. Fini la conférence parlementaire à Moscou, place à la découverte de hauts lieux de la culture et du patrimoine russe. Le président du CNT, le colonel Malik Diao, visite le site du Kremlin et la galerie de Tetrakhov. Des millions d'objets, de toiles et de documents y sont exposés. Nous allons les voir avec nos envoyés spéciaux, Garibou Pérou, Tchédje Kamara, au cours de cette édition. L'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT, au service des collectivités territoriales depuis 20 ans, une date anniversaire mise à profit pour parler des mobilisations faites depuis sa création jusqu'à nos jours, un montant de plus de 330 milliards de francs CFA. Lancement à la maison du Hajj des activités de l'opération Ramadan en 2023. Plus de 3000 de nos concitoyens vont bénéficier de cette solidarité agissante des ONG et c'est le coordinateur de l'ONG Al-Farouk, Ibrahim Kontao, qui est le parrain de cette édition. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. À Koulouba, ce matin, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, donne ses orientations pour la préservation des intérêts du Mali à nos nouveaux ambassadeurs du Ghana, en Tunisie et en Suisse, sur leur départ. Salimata Dao et Adama Kamara nous en disent plus. Et le Ghana entretiennent des relations historiques qui remontent à la période postcoloniale. La coopération entre les deux pays se maintient et se renforce. Un nouvel ambassadeur est désigné par le président de la transition. Omar Konaté devra œuvrer à raffermir les relations entre le Mali et le Ghana, mais surtout défendre les intérêts du pays. Venir remercier le président pour le choix porté sur ma personne déjà, prendre conseil auprès de lui, et surtout, in fine, prendre ses orientations et ses directives pour la réussite de la mission. L'orientation, la vision est très claire là-dessus. Voilà, une diplomatie de nos besoins, de nos intérêts, dans un monde en pleine mutation. Le deuxième diplomate à recevoir les orientations du chef de l'État est Moussa Sorossi. Il rejoint bientôt son poste en Tunisie. La coopération bilatérale avec ce pays est riche et variée, même si aujourd'hui, nos compatriotes vivent une situation difficile en Tunisie. D'abord, s'agissant de la situation de nos compatriotes, vous n'êtes pas sans savoir les difficultés que nos compatriotes rencontrent. Et le président nous a instruit de tout mettre en œuvre alors pour sécuriser les Maliens, les assister et les aider. Et de ne ménager aucun effort pour la défense de leurs intérêts. Le second point sur lequel nous avons échangé avec le chef de l'État, c'est la coopération entre la Tunisie et le Mali. La coopération est au beau fixe. Il y a plusieurs secteurs. On peut citer par exemple le domaine des échanges commerciaux et d'autres domaines, c'est la santé, l'enseignement supérieur, l'emploi, la formation professionnelle. Il y a aussi des secteurs comme la culture, l'artisanat, le tourisme, les arts, le sport, le développement rural. Le dernier visiteur, Abdoulaye Tounkara, va en Europe, plus précisément en Suisse. Le partenariat avec ce pays de l'Europe de l'Ouest est multisectoriel. Il propose son appui au Mali en matière de paix, une priorité du moment. Les orientations portent sur les actions à mettre en œuvre pour renforcer la coopération bilatérale entre le Mali et la Suisse, mais également pour renforcer la coopération entre le Mali et les différentes organisations qui sont à Genève. Nous avons l'agriculture, et surtout que la Suisse prévoit de mettre en place un nouveau programme de coopération pour la période 2022-2025 qui touche à l'agriculture, la formation professionnelle et la paix et la sécurité, étant donné que c'est un domaine dans lequel notre pays est en train de chercher à rassembler l'ensemble des actions de nos différents partenaires pour que vraiment le processus de paix en cours et ainsi que le processus de réforme puisse se mener avec l'accord et le concours de l'ensemble de nos partenaires. Le Mali, dans sa transition, reste fidèle à ses engagements et préserve ses relations avec ses partenaires. En témoigne l'envoi en mission au Ghana, en Tunisie et en Suisse de ses diplomates.
Restons à Koulouba où hier lundi, le président de la transition a présenté aux autorités traditionnelles et aux gouverneurs des 19 régions du Mali le projet de nouvelle constitution de la République du Mali, les grandes lignes relatives à la laïcité, aux langues nationales ou encore au fonctionnement de la justice ont été détaillées par le rapporteur de la commission de finalisation. Au lendemain de cette présentation, nous allons vous écouter ce soir dans ce journal. Vous êtes nombreux à trouver la démarche inclusive et promettre de divulguer le document et de l'expliquer aux citoyens avant le référendum. Sira Bachili s'est entretenu avec vous. Suivons ensemble. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un changement dans ce pays. Moi, je crois que le Mali-Koura a commencé. C'est la première fois, chaque fois qu'il y a des occasions, que le président de la transition nous appelle pour avoir notre avis, pour qu'on aille relier l'information à la base, pour avoir l'avis de toute la population. Et ça, c'est du jamais vu. Moi, je suis un homme très heureux, un homme très comblé. Je sais que le Mali, où il est en train de nous amener, on ira loin. Dans la dignité et vraiment dans la prospérité. On parle de Mali-Koura et ça ne peut pas se faire sur une ancienne base. Il faudra qu'on avance, que le Mali avance. Tout commence par un. On mettra tout en œuvre. Comme on a parlé de restitution, au retour, on fera les différentes restitutions. C'est pourquoi les légitimités traditionnelles sont les bienvenues dans ce sens-là. Ils vont nous aider à convaincre les populations des autres sensibilités des Koutiala pour que ça puisse être une réalité. Et moi, je suis sûr, avec leur appui, tel que je les connais, ça sera une réalité. Cette rencontre a mis la base à l'aise, a mis la base au travail. Pour un Mali-Koura, il faut la base. La main dans la main. Laissons-nous les pieds, prenons-nous par les mains et allons-y ensemble pour un bien-être du peuple malien. Il est temps de se mettre au travail. Il est temps de tout faire maintenant pour que nous ayons la paix, pour que nous avançons. Nous sommes à la traîne. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans la nouvelle constitution qui vous a été présentée? Tous les invités sont d'accord à l'unanimité qu'il faut ce changement, surtout de la base. Un pays ne peut pas évoluer sans la base. Donc c'est la base maintenant qui va commencer le travail, au vrai sens du mot. Nous ferons un devoir d'aller transmettre tout ce qu'on a eu à savoir tout de suite par rapport à cet avant-projet de constitution au sein de la population et essayer de faire comprendre aux uns et aux autres que tout cela c'est pour le développement de la cohésion dans ce Mali qui a tant souffert et que finalement on demande à ce que le bon Dieu nous fasse une clémence par rapport à ça. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans la nouvelle constitution? L'article qui parle de légitimité et autorité traditionnelle, c'est ça qui m'a d'ailleurs touché parce qu'on se voit déjà vrai malien au sens propre du mot. Nous pensons que c'est une chance de faire adopter pour le Mali cette nouvelle constitution. Nous accueillons de façon favorable et positive cette constitution que nous pensons est un fondement, un soubassement pour la République du Mali et pour l'avenir de cette nation. C'est extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, a bien voulu nous inviter de façon inclusive pour faire adopter cette nouvelle constitution. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes avec les socles, les fondements de notre nation, qui est les légitimités traditionnelles, qui sont là aujourd'hui. Cela prouve aisément que notre chef de l'État a le souci de faire du Mali un pays où il fait bon vivre, un pays où tout le monde se retrouve là-dedans. Cette constitution, à mon avis, reflète suffisamment la volonté de la majeure partie de notre population. Parce que n'oublions pas qu'elle est aussi la résultante des résolutions des années. Donc je pense que ce qui est impressionnant cette fois-ci, je pense qu'il y a eu plusieurs tentatives d'adoption de nouvelles constitutions
ou de révision de constitution. Et je pense que cette fois-ci, en tout cas, nous sommes suffisamment avancés et nous sommes à un pas de l'adopter. Et le chef de l'État nous a mis en mission par rapport à nos populations, à qui nous allons aussi expliquer exactement tout ce qui a été dit, ce qui est écrit dans la Constitution. Je parle satisfait parce que là-bas, en projet, il y avait des insuffisances, mais j'ai senti qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées dedans. Bon, moi, je parle satisfait. Comme quoi? Parce que, comme je l'ai dit, ceux qui ont fait l'avant-projet, ils devaient se poser ce postulat de base. L'ancienne constitution de 92 a posé des problèmes, donc faisons en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans la nouvelle constitution. C'est très important. Le RTM vous propose la diffusion de l'intégralité de cette cérémonie de présentation du projet de nouvelle constitution aux autorités traditionnelles et religieuses et aux gouverneurs de région demain à 15h30 dans nos programmes. Joindre l'acte à la parole, on pourrait ainsi la qualifier, cette démarche du Haut Conseil des collectivités. Aussitôt demandé, aussitôt exécuté, le président Satigui Diakité vient justement de faire une déclaration et engagement sur le projet de nouvelle constitution de la République du Mali. Dans la déclaration, il s'engage à diffuser le document et à mobiliser l'ensemble des collectivités territoriales pour son adoption. Pour plus de précisions, écoutons-le au micro de Alpha Maïga. Nous voulons ici et maintenant les prendre en témoignage de notre pleine et entière adhésion à la validation du nouveau texte fondamental de notre pays. Est-il besoin de rappeler que, fidèles à notre engagement de prendre part dans la construction du nouveau Mali, nous avons été à toutes les étapes de l'élaboration de cette nouvelle loi fondamentale. C'est donc fort de tout ce qui précède que le Haut Conseil des collectivités s'engage à diffuser le document et à mobiliser l'ensemble des collectivités territoriales du Mali pour son adoption. Nous gardons à l'esprit que ce nouveau texte fondamental est un document absolument vital pour la refondation du Mali, tant souhaité par les plus hautes autorités du pays et l'ensemble des forces vives de la nation. En effet, élaboré et adopté dans une démarche participative et consensuelle, impliquant l'ensemble des segments de la nation malienne, le nouveau projet comportant beaucoup d'innovations, marque un tournant décisif dans le renouveau du Mali et l'aboutissement heureux de la transition en cours. Voilà, c'était là le président Mamadou Satigui Diakité. Découvrons ensemble ce soir les merveilles, sinon des pans essentiels de la culture et du patrimoine russe. À Moscou, avec le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, visitons le site du Kremlin de Moscou et la galerie de Tetriakov. Ça parle sûrement déjà à certains. Pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que les deux sites représentent des millions d'objets, de toiles et de documents, le tout exposé pour le plaisir des yeux, de l'histoire et de la connaissance. Le récit de nos envoyés spéciaux, Garibou Pérou et Tchédje Kamara. En plein cœur de Moscou se trouve le Kremlin. Un peu devant, c'est le bureau du président Vladimir Poutine. Tout près, les cathédrales et en face, c'est Palata en rouge ou le palais des armures. Il conserve d'anciens ornements, des vêtements royaux, des robes sacrées, des carrosses collectionnées, des objets religieux, des pierres précieuses. À quelques kilomètres du palais se trouve la galerie de Tretiakov. Ici, l'histoire religieuse, la vie des chevaliers en tableau ou en sculpture passe en revue les grands événements qui ont fait la Russie d'aujourd'hui. Lorsque le passé n'éclaire pas le présent, la construction du futur, pour cela, l'esprit va cheminer dans le noir. Ce qui veut dire que le musée est une conscience, c'est un lieu de mémoire. Et aujourd'hui,
En 2 heures, nous avons parcouru l'histoire de la Grande Russie. Ce lieu de mémoire rappelle le travail des anciens, rappelle le travail des précurseurs, rappelle le travail des prédécesseurs de ceux qui ont fondé cette Russie. Alors j'ai dit, je suis comblé parce que pourquoi ne pas en faire autant chez nous et partir du principe que rien de durable ne peut se construire sans la culture, que nous devons construire notre développement à partir de notre culture. Largement ouverte au président du Conseil national de transition, la galerie de Tretiakov possède plus de 140 000 pièces, dont 15 000 tableaux. Ces pièces et tableaux expriment en silence la grandeur, les progrès et surtout la puissance russe. Voilà, de bonnes découvertes. Et toujours avec le président de CNT à suivre dans nos programmes ce soir, une émission spéciale, Lampétiki, une coproduction ORTM-RTG sur la culture mandingue, une émission coprésidée par les présidents du CNT du Mali et de la Guinée-Conakry. Émission à suivre à partir de 21h30. Retour donc au Mali pour célébrer les 20 ans d'existence de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT, une date anniversaire mise à profit pour parler des mobilisations faites depuis sa création jusqu'à nos jours, un montant de plus de 330 milliards de francs CFA. La cérémonie était sous la présidence du ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga. Jules Sambou Sissoko pour le reportage. Le Mali a adopté la décentralisation en 1999 comme un puissant levier de développement des collectivités territoriales. Un an après, l'ANICT a été créée pour assurer un rôle important dans l'installation des nouvelles collectivités territoriales, soit 20 ans d'appui multiforme. Les 20 années de l'ANICT ont été couronnées de succès et de difficultés. Mais déjà, ce que nous pouvons retenir, ces 20 dernières années, c'est 340 milliards de francs CFA au profit des populations de base, au profit des collectivités territoriales pour à peu près 25 266 projets de base au niveau des populations, principalement dans le secteur de l'eau, de la santé et de l'éducation. Tout ça pour soulager les collectivités territoriales. Les défis aujourd'hui, vu la multiplicité des communes, et il faudra chercher davantage d'argent, davantage de ressources pour mieux accompagner les collectivités. D'où la raison, pendant ces 20 ans, on a utilisé un modèle financier. Qu'est-ce que nous pouvons faire davantage pour mieux capter les ressources au niveau international, au niveau national? Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, dans la nécessité de repositionnement stratégique de l'ANICT pour lui permettre de déployer, d'utiliser son expertise pour la mobilisation et la gestion des ressources innovantes au profit de nos collectivités. Les investissements de l'ANICT sont impressionnants selon les partenaires techniques et financiers. Les résultats louables tantôt présentés l'ont été grâce aux efforts du gouvernement du Mali et au appui des PTF. Je me réjouis de vous informer que notre appui à l'ANICT et au financement du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales, le FNAC, effectué pendant les 20 dernières années est d'un total de plus de 60 milliards de francs CFA consentis à l'ANICT et au renforcement du FNAC. Cette célébration intervient au moment où le Mali est engagé dans un vaste chantier de réformes majeures, parmi lesquelles le nouveau découpage territorial. Les tables rondes d'aujourd'hui et demain organisées dans le but de définir les grandes orientations du développement de l'ANICT participent ainsi à la concrétisation de la vision du gouvernement et des 3 principes édictés par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à savoir la défense de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Plusieurs thèmes seront débattus au cours de cette table ronde de haut niveau marquant les 20 ans de l'ANICT. L'école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey et son partenaire, la République fédérale d'Allemagne au Mali, mettent sur la table la problématique du dialogue interculturel et interreligieux. Quelle stratégie pour une paix durable au Sahel? C'est à la faveur d'une session de haut niveau démarrée ce mardi. Elle vise à réfléchir sur un mécanisme de paix dans le Sahel à travers la culture et la religion. Le point, c'est avec Abdul Karim Kaba.
Réunir les acteurs du monde de la culture, les organisations de la société civile, les religieux et les partenaires techniques et financiers afin de réfléchir pour une sortie de crise dans le Sahel, telle est la démarche préconisée par les initiateurs. Cette approche inclusive et participative permet d'élargir le champ de réflexion et de mobilisation. Nos cultures et nos cultes portent les ressorts de la paix. Ils portent le ferment de l'amour du prochain, les voies de la tolérance et du pardon. Nos traditions sont reconnues pour être pacifiques et conciliantes. Pendant des siècles, et chaque fois que cela a été nécessaire, nous avons su trouver les équilibres pour vivre les uns à côté des autres, en étant riches de nos différences et de notre diversité. Aujourd'hui, nous vous invitons à interroger la façon dont ces vertus peuvent être employées pour retrouver la paix dans le Sahel, pour nos communautés, pour nos pays. Promouvoir le dialogue pour la paix à travers la culture et la religion est une initiative plus que salutaire, car le dialogue interculturel et interreligieux peut conduire à des évolutions de posture, à une mobilisation pour agir sur les causes profondes de la crise au Sahel. Chaque Sahélien est le fruit d'un métissage, il faut le rappeler. Quel Sahélien peut-il se vanter d'être un concentré homogène de son ethnie ou de sa culture? Les Sahéliens sont de superbes métis résultant souvent de 4 à 5 ethnies. Le dialogue interculturel et interreligieux est un trésor en lui-même parce qu'il amène ensemble à découvrir que nous avons beaucoup de bases culturelles et spirituelles communes sur lesquelles nous pouvons construire un dialogue commun. Le but du dialogue interculturel et interreligieux est de détruire les préjugés qui peuvent exister et apprendre à mieux connaître les personnes ayant des convictions différentes des nôtres pour sceller le lien social. La crise est un frein au développement. C'est pourquoi la République fédérale d'Allemagne n'a pas hésité un instant à soutenir la présente session. Le Mali a décidé que, tandis qu'il est important de combattre le terrorisme militairement, il faut en même temps s'attaquer à ses causes. Sur ces niveaux différents, l'Allemagne est un partenaire fiable du Mali. Cela se transmet non seulement par notre engagement au sein de la MINUSMA, mais aussi par les mains projets de développement et de stabilisation que nous mettons en œuvre avec nos partenaires maliens. Durant 2 jours, les participants, plus d'une 60aine, débattiront de plusieurs sujets tels que la situation sécuritaire au Sahel et construire la paix, le dialogue inter- et intra-religieux. Lancement à la maison du Hajj à des activités de l'opération Ramadan 2023. Plus de 3000 de nos concitoyens vont bénéficier de cette solidarité agissante des ONG et c'est le coordinateur de l'ONG Al-Farouk, Ibrahim Kontao, qui est le parrain de cette édition, nous dit Boubacar Kanouti. C'est le top départ pour la 2e édition de l'opération Ramadan, officiellement lancée par le chef du département des affaires religieuses, du culte et des coutumes à la maison du Hajj. Plusieurs ONG unissent leurs efforts pour mener à bien cette mission de bienfaisance pour alléger la souffrance des co-religionnaires pendant le mois béni de Ramadan. Et mois d'entraide, de prières, mais aussi et surtout de fortes consommations. Aujourd'hui, je suis très content pour le lancement de l'opération Ramadan 2023. Grâce au concours du chef de l'État, son Excellence colonel Hachimi Goïta, et grâce aux ONG qui ont toujours été avec nous chaque année. Il y a plusieurs ONG qui ont concouru vraiment à cette stratégie de la réduction de pauvreté et de venir en aide à la population malienne cette année 2023. Nous les remercions beaucoup à leur juste valeur et nous disons merci et bravo à eux tous. La présente édition est placée cette année sous le thème Ramadan Moubarak, État, association et ONG. Déjà, les organisateurs sont en ordre de bataille pour cette cause noble. Au nom de toutes les ONG islamiques du Mali, notre ambition aujourd'hui, c'est de vraiment soulager les fidèles, les populations qui en sont vraiment dans le besoin pour qu'elles puissent passer un bon mois de Ramadan. Le parrain de cette édition 2023, Ibrahim Kontao, a salué l'initiative avant d'exhorter les ONG partenaires à étendre ces gestes philanthropiques à toutes les régions du Mali, toujours pour alléger la souffrance des couches démunies.
À Mopti, le conseiller spécial du Premier ministre a remis aux populations de Somadougou leur système d'hydraulique villageois amélioré et son adduction d'eau sommaire au commissariat de police de Djéné. Aminata Touré, Oumar Maïga, Djakalia Traoré, correspondance. La remise officielle d'un système d'hydraulique villageois amélioré aux 5454 âmes du village de Somadougou et d'une adduction d'eau sommaire au commissariat de Djéné s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales de la primature en soutien aux œuvres sociales du président de la transition. La remise de ce système hydraulique villageois amélioré s'inscrit dans la continuité des actions sociales en faveur des populations du Mali en général et celle de la population de Mopti en particulier. L'eau, c'est la vie et soulager les populations en leur fournissant cette denrée précieuse est une réponse de la primature à l'appel des bénéficiaires. Que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, leur objectif c'est de faire en sorte que tous les citoyens maliens se retrouvent dans l'exécution du budget, dans la dépense publique, puisque le budget est exécuté pour prendre la préoccupation des Maliens. Et là déjà à travers ces forages, on l'a senti, on voit déjà l'effet de la dépense publique sur ces populations. Visiblement émis, les femmes, les jeunes, les chefs de village, les maires des localités bénéficiaires ont d'une seule voix réitéré leur engagement à soutenir les efforts des autorités de la transition. Nous sommes résolument engagés derrière les autorités de la transition afin de relever tous les défis. Merci au président de la transition, Assimi Goïta, et au Premier ministre, Choguel Kogala Maïga. L'eau dans un commissariat de police est très important. Le Premier ministre l'a fait, c'est pour améliorer les conditions de travail de nos forces. Le commissaire, quand il est venu, il n'y avait pas d'eau. Ses agents se promenaient de service en service pour chercher d'eau. C'était dégradant. Quand il a dit ça, moi-même, j'étais très ému. Ça permet au commissaire et à tous ces éléments d'avoir l'eau sur place et de mener à bien leur mission. Les projets sociaux de la primature concernent 12 régions et le district de Bamako, avec comme maître d'ouvrage délégué l'agitière. Ils sont axés sur 2 volets, la réalisation d'adduction d'eau et l'acquisition de matériel et équipements sanitaires. Ici à Bamako, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, préside la cérémonie de décoration des experts chinois en fin de mission au Mali. Ces éléments étaient précisément en service à la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Jules Sambo-Sissoko était sur place. Quand le devoir nous appelle, on doit l'accomplir avec patriotisme, engagement et dévouement. Des experts chinois l'ont fait jusqu'en terre malienne, au terme de leur mission d'assistance auprès de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. En reconnaissance pour le service rendu au Mali, le chef d'état-major général adjoint des armées, au nom de la hiérarchie, a remis à chacun des 7 experts la lettre de félicitations et 4 ont été décorés de la médaille de mérite national avec effigie Lion debout. Vous avez donné de votre énergie, de votre savoir, de vos connaissances dans le domaine des transmissions et des télécommunications pour consolider la montée en puissance des FAMA. Vous avez ainsi donné une résonance particulière à la vision politique de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui accorde une place particulière aux forces armées maliennes comme un outil de décision et d'affirmation de la souveraineté retrouvée. Les valeureux récipiendaires ont exprimé leur gratitude aux autorités de la transition pour cette marque de reconnaissance. Au nom de tous les camarades de l'équipe d'experts chinois, je voudrais exprimer le remerciement au ministre de la Défense, l'ICAD, le CIMGA et à tous les dirigeants pour leur reconnaissance de notre travail. À noter que dès la semaine prochaine, une nouvelle équipe d'experts chinois en mission au Mali sera reçue au département de la Défense et des anciens combattants. Le commandant du poste de commandement interarmé du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, poursuit ses prises de contact avec les troupes. Il était à Gossi et à Tahaka. Commentaire de Aliou Idrissa Maïga.
Remonter le moral des troupes, s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail au niveau des postes des opérations, échanger sur les préoccupations du moment, mais aussi les encourager et les féliciter pour leur engagement. C'est l'objectif de cette visite de terrain effectuée par le colonel Makan Alassane Diarra, commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, à Gossi et Ntahaka. Pendant ce séjour, j'ai rencontré un personnel suffisamment qualifié, professionnel, mais surtout rompu à la tâche, déterminé à faire face à ces missions. J'ai vraiment apprécié la coopération entre la population et les militaires déployés à Gossi et Ntahaka. Les éléments des unités méharistes de la garde nationale de Gossi et d'Abeibara, basés à Ntahaka, se disent honorés par la visite du Com-Théâtre. On est très réconfortés par la visite du Com-Théâtre. On a pu aussi s'exprimer et dire tous nos besoins opérationnels. Ce déplacement de 4 jours a été mis à profit pour mener des actions civilo-militaires. Une distribution de 150 cartons de spaghettis et 40 cartons d'huile, une remise symbolique d'enveloppes, des consultations et distributions gratuites de médicaments ont été menées au bénéfice des déplacés et des personnes nécessiteuses. C'est une difficulté qui nous a amenés ici. Depuis que les femmes sont arrivées, à la date d'aujourd'hui, nous avons vu ce qu'ils ont apporté. Nous sommes vraiment très contents. Dans toutes les localités sillonnées, le Com-Théâtre a invité les hommes à œuvrer dans la discipline et la cohésion. Au chef militaire, il a demandé de protéger les personnes et leurs biens et de se tenir prêts pour la sécurisation des futurs référendums. 6e session du conseil d'administration du service national des jeunes. Les détails avec Aridjou Matina et Yacouba Kone. Placé sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse et des sports, le service national des jeunes contribue à parfaire l'éducation, la formation physique, civique, militaire et professionnelle des jeunes pour leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays. Le SNJ, en pleine mutation, en vue de retrouver son lustre d'antan, tient la 6e session ordinaire de son conseil d'administration. Un cadre d'échange qui permet de mesurer le chemin parcouru. Sur le plan de la réhabilitation des centres de formation, les centres d'instruction du service national des jeunes à Bafo a fait l'objet d'importants travaux d'aménagement en prélude à la rentrée de la 3e cohorte 2022. 784 des 807 admis à la fonction publique de l'État ont, du 2 août 2022 au 2 février 2023, effectuer leur formation militaire obligatoire au centre d'instruction du service national des jeunes à Bafo. Les administrateurs du SNJ lors de cette session discuteront du projet de plan d'action 2023 qui prévoit la réalisation de plusieurs autres activités. Les 7 activités inscrites au plan d'action 2022, 5 ont été réalisées, soit un taux d'exécution physique de 71%. L'année 2023 verra l'entrée en formation physique et civique des enseignants-chercheurs et des personnels vivant avec un handicap, admis à la fonction publique de l'État, ainsi que des enseignants admis au titre de la fonction publique des collectivités. L'actuel visage du SNJ, toujours c'est la même mission. Maintenant, c'est le civisme, le patriotisme, la formation des éléments. En mars 2022, 700 jeunes non-fonctionnaires du service national des jeunes ont été présentés au drapeau. 91e session ordinaire du conseil d'administration de la pharmacie populaire du Mali. Plus de détails, c'est avec Tamsir Diabaté. La pharmacie populaire du Mali au service des populations, pas un simple slogan. Pour preuve, malgré le contexte international marqué par la rupture des produits pharmaceutiques, la disponibilité et l'accessibilité des intrants sont une réalité. Et cette stabilité des intrants est due à la croissance enregistrée par la PPM depuis 2019, qui a vu le chiffre d'affaires accroître progressivement. Au titre de l'année 2021, la PPM a approvisionné le secteur public à hauteur de 21 milliards 780 millions de francs CFA. Et en 2022, ce montant est estimé à 9 milliards 367 millions de francs CFA, nous permettant ainsi d'assurer un taux moyen de disponibilité des produits du panier à hauteur de 81%.
Malgré quelques difficultés liées au contexte socio-économique, les administrateurs de cette 91e session ordinaire découvrent que les objectifs de vente de la pharmacie populaire sont à 52%, soit un résultat provisoire de 1,517 milliards de francs CFA en 2022. Et pour l'exercice 2023, Dr Bamadi Sissoko et son équipe affichent l'ambition de faire de la pharmacie populaire du Mali un levier du développement à travers la mise en œuvre d'un plan stratégique du développement. Le projet de budget se chiffre à la somme de 18 milliards 749 millions en produits et à 14 milliards 914 millions en charges, soit un résultat d'exploitation prévisionnelle de 3 milliards 808 millions. Le dit plan stratégique du développement 2021-2025 s'articule autour des axes prioritaires, notamment le processus de certification, la réalisation des entrepôts modernes préfabriqués des régions comme Sikasso, Ségou et Gao. Ce n'est pas tout. L'un des axes majeurs, c'est aussi la digitalisation qui, d'ores et déjà, est une réalité à la PPM, avec la mise à disposition des agents du logiciel de gestion X3 et un système de pointage des agents par la reconnaissance faciale. Les administrateurs de l'Institut national de formation en sciences de la santé sont réunis pour la 28e session ordinaire de l'Assemblée générale. Boubacar Kamouté nous en parle. Les administrateurs de l'Institut national de formation en sciences de la santé ont passé au peigne fin au cours de cette 28e session les acquis en termes d'innovation et les réalisations faites qui a permis à l'Institut d'étendre ses activités. Il se projette désormais de jouer un rôle déterminant dans notre système de santé, avec en toile de fond la formation des agents de santé qualifiés. Ils vont contribuer haut les mains à renforcer le plateau technique de notre pays. Et parmi ces innovations, nous avons d'abord voulu rapprocher l'enseignement de la santé à la population en voulant étendre les annexes de l'Institut dans les grandes villes comme Bougouni, Kita et Koutiala afin de réduire considérablement les évacuations à l'étranger. Nonobstant les difficultés, l'établissement a su transcender les aléas du moment tout en exécutant convenablement ses programmes fruits des efforts conjugués. Nos échanges permettront de constater les avancées malgré le contexte particulièrement difficile. Ils ont mobilisé l'ingéniosité et la capacité de résilience de la direction générale et du personnel de l'Institut. C'est cette même capacité de résilience qui a permis d'organiser correctement le concours d'entrée à l'Institut. J'y invite incessamment l'Institut pour une nouvelle dimension de la formation en sciences de la santé. Le budget de l'Institut est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 3 milliards 592 millions 379 619 francs CFA. Nous avons déjà constaté à travers une année seulement comme quoi nous voyons un grand changement. Tous les reliquats d'air supplémentaires qu'on avait à l'endroit de l'administration pendant les 3 années, pratiquement tout a été mis à jour. La formation doctorale dans l'enceinte de l'Institut national de formation en sciences de santé demeure l'un des projets phares en gestation. Cette information à l'endroit de tout détenteur de la licence si vous voulez tenter votre chance au concours direct d'entrée à l'École nationale d'administration, ENA, c'est désormais chose possible. Le conseil d'administration de la structure a donné son quitus lors de sa session unique de 2022. Jules Sambou Sissoko, compte rendu. Les principales activités de formation initiale des 5e et 6e promotions et de formation continue de l'ENA au titre de l'année 2022 ont été exécutées avec satisfaction, selon le rapport d'activité de la même année. En ce qui concerne l'année 2023, elle est placée sous le signe de la consolidation des acquis. Nous plaçons l'année 2023 sous le signe de l'amélioration de la gouvernance globale de l'ENA et celle du renforcement de la performance de nos sorties. Le budget de l'année 2022 de l'ENA a été adopté et approuvé en recettes et en dépenses à 1,18 753 608 francs, dont seulement 2 millions de francs CFA de ressources propres, soit à peine 0,2%. Le projet de budget de 2023 est estimé à 1,151 609 000 francs CFA, dont 970 829 000 de subventions de l'État et 180 780 000 de ressources propres.
Les administrateurs sont informés de la validation de la licence pour le concours direct d'entrée à l'École nationale d'administration, dont la mission est dédiée à la professionnalisation des cadres. De prime abord, je voudrais porter à votre aimable connaissance que de nouvelles mesures ont été prises à la suite des concertations avec les partenaires de l'ENA. Il s'agit d'abord du niveau de diplôme pour accéder au concours, qui est désormais la licence au lieu de la maîtrise. Par cette mesure, il s'agissait de répondre à un souci lié au nouveau système introduit dans l'enseignement supérieur, à savoir le système LMD. Nous avons pu organiser en 2022 les concours professionnels d'entrée à l'ENA, en plus des concours directs. C'est là le choix de résorber une situation qui était perçue comme une injustice pour certains professionnels des catégories B2, car depuis la création de l'ENA, il n'y a eu que 2 concours professionnels d'entrée. À noter que le concours d'entrée au titre de l'année 2021, tenu en 2022, sur les 160 postes à pourvoir, 128 ont pu être pourvus. 9e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence de développement régional de Sikasso. La correspondance de Moussokoro Sérémé et Amadou Dolo. Sur la table des administrateurs de l'ADR, Agence de développement régional de Sikasso, 6 documents font objet d'examen au cours de cette 9e session ordinaire. On note, entre autres, les rapports d'activité et financiers 2022, le contrat annuel de performance et le plan de travail 2023. Au titre de l'année 2022, l'agence a concentré ses activités autour de la planification du développement régional et local et la gestion des services des collectivités territoriales. Et la session se tient à un moment où l'ADR ne bénéficie que des ressources de l'État. Il s'agit notamment de l'élaboration des PDSEC au niveau de cette collectivité territoriale, de la réalisation des études techniques pour l'aménagement du marigot cotronique. Ensuite, nous avons aussi facilité la réalisation des études pour l'aménagement du collecteur du quartier Koko dans la ville de Kouchala. Les dépenses exécutées au titre de l'année 2022 sur la subvention de l'État s'élèvent à 108 773 108 francs CFA sur une prévision de 189 millions de francs CFA. Les dépenses sur les conventions et les fonds propres s'élèvent à 49 983 548 francs CFA sur une prévision de 58 146 465 francs CFA. En ce qui concerne l'année 2023, les prévisions de recettes sont estimées à plus de 218 millions de francs CFA, dont plus de la moitié provient de la subvention de l'État. Avec une telle dotation, l'ADR entend réaliser beaucoup plus d'actions que l'année précédente. Ce budget va servir à la planification des opérations de développement, la programmation et la réalisation des opérations de développement. Et un accent sera particulièrement mis sur la mobilisation des ressources financières au profit des collectivités territoriales de la région de Sikasso. 2023 sera également une année où l'ADR compte consolider les acquis des années antérieures en vue de faire face à un défi majeur. Il s'agit de continuer à être une agence crédible et professionnelle au service des collectivités territoriales de la région de Sikasso. Et nous allons suivre à la synthèse du discours du ministre de l'Énergie et de l'Eau avec Mamari Koné à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau demain, mercredi 22 mars. Instituée en décembre 1992 par l'Assemblée générale des Nations unies, la célébration de la Journée mondiale de l'eau concourt à soutenir l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6, à savoir garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. À cela s'ajoute la gestion durable des ressources en eau d'ici à 2030. Les thèmes retenus pour l'année 2023, intitulés « Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement », a pour objectif d'attirer l'attention sur l'importance de l'accès universel à des installations d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les pays en développement. L'engagement pris par la communauté internationale pour l'atteinte des ODD 6 d'ici à 2030 ne pourra être tenu qu'en accélérant le changement. L'accès à des services d'eau potable et d'assainissement est essentiel pour les droits humains et la dignité des femmes et des hommes, en particulier pour les plus défavorisés. Aujourd'hui, plus de 663 millions de personnes vivent sans eau potable près de chez elles.
Le 22 mars 2023 marque une étape importante de la nouvelle décennie internationale d'action 2018-2028 proclamée par les Nations Unies sur le thème « L'eau pour le développement durable », avec comme ambition d'encourager le développement durable, la gestion intégrée, la coopération et une meilleure gouvernance des ressources en eau à des fins sociales, économiques et environnementales. Selon le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, cette conférence sera sans nul doute l'occasion de nouer de nouveaux partenariats et d'obtenir des engagements qui déboucheront sur des actions concrètes. Cette année, la célébration de la Journée mondiale de l'eau coïncide avec le début de la conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 qui se tient du 22 au 24 mars à New York. Cette conférence, deuxième du genre depuis 1977 dans l'histoire de l'ONU, permettra de réunir l'ensemble des parties prenantes autour de cette problématique et d'accélérer les changements en vue de la réalisation de l'objectif de développement durable ODD numéro 6. Tout sera mis en œuvre au niveau du département, promet Lamine Sédou Traoré, pour que l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement soit une réalité dans notre pays. La mise en œuvre de la politique nationale du livre et de la lecture au Mali, il en était question au CICB et on en sait plus avec Alpha Maïga. Le livre est un moyen d'expression essentiel à une nation. À travers cet exercice, le ministère en charge de la question a élaboré un document de politique nationale du livre et de la lecture. Ils sont ainsi réunis en vue de valider le dit document. L'élaboration de cette politique nationale du livre et de la lecture s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, celle de bâtir une société malienne intellectuellement épanouie, surtout une jeunesse instruite, confortablement armée pour affronter les défis contemporains. Pendant 2 jours, vos débats francs, vos recommandations fortes définiront une vision consensuelle du secteur du livre. Pour l'UNESCO, c'est un devoir déjà national et je félicite le gouvernement pour cette prouesse d'avoir vraiment avancé et avoir ce document qui sera donc présenté en forgeant une culture de la lecture au niveau donc de la société malienne, à avoir donc les valeurs de paix. Le projet de document dont il est question est axé sur la création littéraire et scientifique, la diffusion du livre à l'échelle nationale et internationale et la lecture. Que je me retrouve 45 ans plus tard à la conclusion de ce chantier, c'était un moment d'histoire. Le second élément, c'est la question des moyens. Le budget, c'est 59 milliards sur 5 ans, autour de 60 milliards. Quand je compare rapidement avec le budget du ministère de la Culture, je me dis quand même qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir pour obtenir ces moyens. Il y a quand même à noter que les efforts que vont déployer ceux qui vont mettre en route ce plan vont certainement affronter des difficultés, mais également rencontrer des atouts. Malgré tout le pessimisme ambiant, il y a quand même des personnes qui sont intéressées et qui vont bénéficier en nombre du but final du plan, rendre le livre accessible. La finalité de cette politique nationale du livre et de la lecture est d'être un outil de référence, de décision, voire de bréviaire. La société Baraka Petroleum propose un stage d'immersion de 3 mois rémunéré à 100 élèves et étudiants. Cela s'appelle Bariki Nafa. Les précisions du lancement au Musée national du Mali, c'est avec Bemba Sibi. Baraka Petroleum ouvre ses portes aux élèves et étudiants pour une immersion professionnelle de 3 mois dans ses services. Baraka Nafa, c'est le nom de cette initiative qui vient d'être lancée. La procédure, on a une plateforme sur Facebook qu'on va bientôt annoncer. Et aussi, ils peuvent aussi envoyer physiquement, ils font leur CV, ils nous envoient au siège de Baraka Petroleum et en fonction de cela, on répondra. C'est précisément pendant les grandes vacances, parce qu'on sait qu'à Bamako, les grandes vacances, c'est à partir de maxi-août, septembre, octobre, la rentrée scolaire. Donc pendant 3 mois, ils auront ce stage à l'entreprise. Le projet est un des volets de la politique de responsabilité sociale de la Société de commerce d'hydrocarbures. Et aujourd'hui, on a créé ce projet pour aller au-delà de ce que nous faisons habituellement.
en intégrant la jeunesse malienne dans notre programme de développement social. C'est pour cette raison que nous avons initié ce projet. La cérémonie de lancement de cette initiative a été agrémentée par un panel sur le thème « L'emploi, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes au Mali, quelle perspective ?» Voilà, Baraka Nafa, vous l'aurez bien compris. Alors, ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour 21 mars sur 224 tests réalisés, 3 cas positifs, 1 guéri, 0 décès. À Koulikoro, la 4e édition du festival Agna est marquée par un concert géant donné par Sidiki Diabaté et Kader Tahame. Agna est la fusion du festival au désert et du festival Ciné Ado. Cette année, l'événement est dédié à la citoyenneté, la paix et la réconciliation. Daouda Kone, reportage. Ils étaient des milliers de festivaliers à assister au concert géant de la 4e édition du festival Agna sur l'île déserte de Koulikoro. L'artiste local Flatteur Koul et d'autres de renommée internationale, notamment DR Keb, Kader Tahamine et Sidiki Diabaté ont chanté la cohésion sociale et la paix au Mali. Vraiment, l'Amadé a profité du festival parce qu'il y avait beaucoup de lanternes solaires, des kits individuels solaires que les gens ont achetés. Il y avait des équipements de cuisson aussi que les gens ont achetés et qui ont vu que vraiment la matière est là pour vraiment le soutenir. Changement social à travers l'art et le numérique, tel est le thème de l'édition 2023 du festival Agna. Agna est la fusion du festival au désert et du festival Ciné Ado, en ce sens qu'il est placé sous le signe des retrouvailles, de la réconciliation nationale et de la citoyenneté. C'est vraiment un cadre approprié pour sensibiliser, toucher et éduquer un maximum de jeunes sur la citoyenneté. La majorité du public ici est un public jeune. Donc c'est vraiment notre cible, notre population cible qui est là. Donc je tiens vraiment à saluer, féliciter les directeurs des festivals, les initiateurs des festivals pour leur contribution remarquable dans cette citoyenneté active et dans cette recherche de citoyens modèles sur laquelle nous travaillons au ministère de la Jeunesse. La présence du commissaire à la sécurité alimentaire à côté du ministre chargé de la citoyenneté a rehaussé l'éclat de ce concert géant. Précédemment, la musique du terroir avait retenti sur l'île déserte de Koulikoro à travers des troupes folkloriques plaisantes. Très belle fête. Le commissariat de Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako, a mis hors d'état de nuire un réseau de fabricants de faux certificats de visite technique. Abdul Karim Kaba nous fait le point. Fin de course pour les fabricants de faux certificats de visite technique. Tout a commencé par l'interpellation d'un automobiliste. Le tout a commencé précisément le 13 de ce mois, mars naturellement 2023, lorsque un véhicule nous a été conduit par nos collègues de la circulation routière, lequel avait une fausse visite technique. Des cachets, des machines et des clés USB sont des outils de ces malfrats pour les falsifications, et cela grâce à la collaboration d'un ancien travailleur de Mali Technique System. C'est vraiment un manque à gagner. L'État également perd de l'argent vu que toutes les TVA, tous les droits de timbre, tous les impôts qui viennent après tout ça, eux, ils gagnent, c'est sûr. Ils gagnent 20 000 francs par véhicule, jusqu'à 35 000 des fois, on nous a dit. Donc, alors que le vrai tarif, c'est 5 000 pour un véhicule léger, 2 500 pour la Naser. C'est vraiment l'appât du gain, oui. Et peut-être le fait que les usagers préfèrent la facilité. Ce prouesse de l'arrondissement de Sogoniko est rendu possible grâce à une bonne collaboration entre les différentes unités de police, d'où cet appel. D'abord aux autres forces, c'est d'aller main dans la main, car seuls nous ne pouvons rien. Seuls dans la synergie d'action, nous serons en mesure de faire face à des malfrats, à des individus mal intentionnés, lesquels nuisent gravement au développement et à l'avancée de notre pays. Quant à la population, je l'exhorte à accompagner les forces de défense et de sécurité. Faux et usage de faux et usurpation d'identité, c'est cette infraction qui poursuit les 4 membres de ce réseau des fabricants de faux certificats de visite technique.
Nous avons appris la disparition ce mardi de Victor Sy à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. Professeur d'enseignement supérieur, homme politique très engagé et panafricaniste convaincu, Victor Sy est qualifié par les acteurs du monde politique de monument de la lutte pour l'émancipation des peuples d'Afrique. Que son âme repose en paix. Amen. Nous terminons ce journal par un grand merci à nos téléspectateurs de Djalasagou, Banka, Story et Somadougou. Demain, 13h, Abibatou Koué Diakité. Je serai là pour la grande édition de 20h, j'espère. Je vous remercie pour votre fidélité. Portons le Mali dans nos cœurs. Bonsoir à tous.